Je suis un professeur de sciences industrielles en CPGE à Besançon et j'enseigne en deuxième année en PT. Voilà, une filière qui s'appelait Tapa Techno il y a quelques années. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est deux activités de modélisation, deux exemples que j'ai réalisés il y a pas très longtemps. Je n'ai pas encore testé avec mes élèves, mais j'ai fait quelque chose qui ressemble avec des logiciels un petit peu plus vieillots. Donc vous allez voir. Alors c'est des exemples très mécatroniques que j'ai retenus, parce que je les ai dans mon laboratoire de sciences industrielles. Donc il y a un premier exemple qui porte sur un vérin électrique, en fait c'est celui de la plateforme 6 axes que l'on a vu tout à l'heure dans une des salles. Et puis à côté ce sera une articulation de robot que je vais vous proposer. Je vais essayer en parallèle de basculer sur le logiciel de simulation et puis de vous montrer en direct. J'espère que ça va marcher, ça va pas planter. Donc vous reconnaissez la plateforme 6 axes, donc il y en avait une, celle qui était jaune dans la partie haute. Et donc c'est une maquette d'un simulateur de vol. Bon, ça sert aussi à autre chose, mais selon l'exemple que l'on donne. Alors, pour partir sur une opération de modélisation, eh bien, moi j'ai pris l'optique de faire un modèle de connaissance, c'est-à-dire à partir de l'existant, on regarde comment il est fait et puis on le modélise. On pourrait aussi faire des modèles de comportement, mais bon, c'était pas l'optique que j'avais retenu. Donc, le vérin électrique, il est relativement simple. Hein. Il y a un moteur qui est repéré 8 ici. En sortie du moteur, il y a un réducteur épicycloïdal qui entraîne une vis, repéré 4, sur laquelle il y a un écrou, il y a la tige, et puis une petite barre en travers repérée 14 qui empêche la rotation, donc ça sort. C'est quand même équipé de capteurs. À l'arrière du moteur, donc repéré 10, je vais y arriver, voilà, une génératrice tachymétrique. Et puis sur le côté 6, c'est un potentiomètre électrique de recopie pour avoir l'information de position. Voilà, donc le matériel. Je dispose aussi d'une valise avec le vérin en morceaux, donc on peut bien identifier les composants. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire comme expérimentation sur le support que j'utilise? Eh bien, on peut le solliciter avec des commandes de déplacement qui peuvent prendre différentes allures. Donc, soit très simple, un échelon, donc on lui demande de se déplacer de tant de millimètres, brutalement, donc ça, je ne le fais pas. On peut lui demander de se déplacer à vitesse constante, donc une rampe. On peut aussi le solliciter avec une entrée sinusoïdale. Le but étant de mesurer la réponse et de comparer. Alors, voilà, donc différents profils. On peut poser le vérin à l'horizontale ou le mettre à la verticale pour avoir un pesanteur ou pas. Hein. Et on peut le charger quand il est en position verticale, il y a un petit plateau, on peut mettre des masses. Qu'est-ce que l'on peut mesurer? Donc là, je vous ai fait une recopie d'écran, ne regardons pas trop les informations, mais plutôt le type. Donc il y a bien sûr le capteur de position qui nous renvoie à la position de la tige, la vitesse moteur, et puis comme on doit pouvoir mesurer le courant, on affiche le courant. C'est un moteur à courant continu, je vais le préciser. Bon voilà, donc les possibilités de mesure. Hop, je vais aller trop loin. Alors, c'est bien ça, oui. Le modèle de connaissance. Donc j'ai construit cette modélisation à partir des connaissances. À partir du système que je vais observer, j'ai la chaîne d'énergie, chaîne d'information aussi, et puis donc j'ai mis en place cette modélisation qui est faite sous MATLAB, Simulink et puis un peu de Simscape. Donc ça c'est des toolbox de MATLAB. Je vous montre peut-être, mais je vais attendre un petit peu. Alors, deux parties dans cette modélisation, la partie électromécanique qui était dans la valise, grosso modo, et puis la partie commande en fait, qui est dans la carte électronique cachée dans l'embase de la plateforme 6 axes. C'est là qu'il y a les cartes de commande. Bon. Donc, deux outils de MATLAB qui ont été utilisés, mais on peut vraiment mixer dans ce logiciel les toolbox, tout communique. Alors la première activité que j'imagine, c'est de renseigner le modèle, c'est-à-dire dans le modèle, il faudrait mettre des valeurs numériques qui correspondent au système réel. Donc ce que l'on peut faire déjà, c'est exploiter les documentations techniques pour aller rechercher les valeurs pertinentes. Donc pour le réducteur épicycloïdal, aller chercher son rapport dans la doc, mais pour le moteur, ça va être la même
choses, inductance, résistance, le coefficient, la constante de couple, pardon. Il y a un système qui s'écoule, on le part. Toutes ces informations sont importantes, il faut renseigner le modèle. On peut donner un modèle où déjà tout est fait, mais ça peut être sympa de le laisser vide, de faire apparaître des boîtes de dialogue où on clique et puis on remplit d'avoir lu les documentations techniques et puis mis dans les bonnes unités, par exemple. Ça permet aussi de s'approprier le modèle. Et puis, une fois qu'on a mis les valeurs, on peut faire un premier test, première comparaison entre donc une courbe expérimentale que j'ai obtenue donc, avec un déplacement simplement de 5 mm, position horizontale, et puis donc ce qu'on a sorti MATLAB, donc un petit peu différent. Je peux vous montrer ce que ça donne en direct. Donc c'est ici, oui, voilà. Bon, j'ai réglé les paramètres. 6,5 c'est la durée d'acquisition, il y a tout. J'ai rentré les valeurs, 19,4 c'était la réduction. Pour le moteur, alors le moteur derrière il y a ça. Il y a des moteurs plus simples, je vous en montrerai un ensuite. Et ça peut être ça, un moteur. Donc on clique sur la résistance et puis on met la valeur. Donc ça doit être de 11,9 ohms. Voilà. Bon, il y a différents niveaux on verra. L'inertie, ainsi de suite. Voilà, le système bisécrou, bien j'ai mis ici le bas dans cette boîte. Bon. Ensuite, on lance la simulation et puis on peut récupérer dans ce qu'on appelle les scopes. Je n'ai pas regardé quelle entrée j'ai mis. Donc c'est pas celle-là. Donc ça c'était grand. Je recommence. Hop. Les entrées sont ici, voilà, j'ai comité sur. Voilà. Et puis, on récupère la courbe de déplacement. Bon, j'ai mis 100 mm et pas 5. À nouveau, il y a une petite différence. Bon, reprenons peut-être le diaporama. Alors, on s'aperçoit que le temps de réponse n'est pas le même. Donc, on peut peut-être modifier un terme dans la modélisation, c'est-à-dire c'est le gain de la chaîne de puissance, en quelque sorte, qui n'est pas conforme. Donc, une activité que je peux mener avec mes élèves, c'est à partir du temps de réponse que l'on observe et que l'on voudrait en déduire quel est le gain qu'il faut mettre dans la chaîne d'action. Donc, en changeant le gain et en mettant 25, on arrive à avoir une réponse qui est plus correcte par rapport à l'expérience. D'accord? Donc là, on adapte le modèle. Et on peut commencer à regarder quel est son domaine de validité. Ça peut être une deuxième activité. Donc changer l'amplitude. Donc ce que j'ai fait et que vous avez vu, c'est de mettre donc 100 mm de déplacement en échelon, de plus 5, et puis de regarder. Alors l'expérience nous donne une réponse qui est très différente de la simulation. Donc oubliez la simulation que je vous ai faite. Bon, voilà, ça ne marche pas. Donc finalement, le modèle qui marchait avec 5, avec 100 mm de déplacement, il ne marche plus. Alors on peut se poser des questions, pourquoi? Alors avec un petit peu d'expérience, on sait. Autrement, eh bien, en observant les autres grandeurs mesurées, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y a eu un petit problème en vitesse, par exemple. Le moteur a tourné à vitesse constante durant toute une phase. La phase où on voyait le déplacement qui était linéaire. Puis il nous indique qu'il y a eu saturation, en fait. Voilà. Donc le modèle que j'avais établi avec un déplacement de 5 mm, il y avait un domaine de validité qui était relativement réduit. On s'en aperçoit ici. On est sorti du domaine. Donc on peut améliorer le modèle maintenant pour essayer de prendre en compte la saturation. C'est ce que j'ai fait, que je vous ai affiché tout à l'heure. Là on a un pic en vitesse, alors que dans l'expérience on avait une saturation, un palier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rajouter dans le modèle un bloc saturation. En fait, la tension d'alimentation du moteur est limitée à une certaine valeur pour pas griller le moteur, tout simplement. Donc, tant qu'on est au-delà, au niveau de la commande, bon, ben, ça écrète. Pareil, ça peut être calculé. Donc, la valeur, c'est 10,35, qui marche à peu près bien. On le rajoute, et puis, ben, c'est les cours que je vous ai montré. Je crois, non, c'est pas celle-là, tant pis. Où on retrouve donc un déplacement linéaire au niveau de la simulation. On a augmenté le domaine de validité.
Bon, ensuite, on peut continuer à explorer et puis envisager donc des entrées rampes, ce que vous avez pu percevoir tout à l'heure. Le modèle semble le coller aussi. Donc, voilà. Vue un petit peu plus grande. Entrée sinus. Bon, ça pose aucun souci. Aucun souci. On a l'impression quand même que le signal de sortie, de déplacement a une amplitude qui est un petit peu plus faible sur la simulation que sur le système réel. Donc on pourrait partir à nouveau dans une recherche de cause, pourquoi ça semble amortir plus. Voilà. Donc c'est peut-être un problème de gain, à nouveau qui est pas le bon. On pourra tout à fait 25, on pourrait peut-être le changer. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre avec cette simulation? Bien, c'est changer de moteur. On a un moteur d'une gamme supérieure pour voir des nouveaux comportements. On pourrait donc l'améliorer aussi pour prendre en compte la pesanteur et travailler en position verticale. Bon, c'est pas très compliqué de rajouter ça. Et puis, cette modélisation pourrait aussi nous permettre de chercher les paramètres influents du système en changeant des frottements fluides, en changeant l'inductance par exemple du moteur, parce que ça va changer fondamentalement les courbes, les réponses temporelles que l'on a eues. Voilà, essayer de dégager les paramètres influents du système. Je vais vous présenter aussi une deuxième modélisation qui est amusante. Voilà. Un système qui est plus compliqué, parce que bon, le vérin électrique, c'est pratiquement simple au niveau mécanique, une rotation qu'on transforme en translation. Là, on a dans ce mécanisme une transformation de mouvement qui n'est pas linéaire. La rotation du moteur ne va pas donner une rotation du bras toujours proportionnelle. Ça va dépendre d'où on est, c'est pas du tout linéaire. Donc, ça se veut être une articulation d'un bras de robot agricole, cueilleur de fruits. C'est aussi utilisé pour le tri des déchets, c'est des lampes qui fait ça. Donc un système mécanique qui est un petit peu similaire au précédent, avec à nouveau un moteur, une génératrice tachymétrique. Il n'y a pas de réducteur, par contre, une vis. On entraîne un écrou qui est articulé sur un bras qu'on fait tourner. Il y a un capteur de recopie qui est ici, qui apparaît pas sur ce dessin. Bon, voilà, donc le support de TP c'est celui-ci. J'ai aussi la mallette à côté pour qu'on puisse bien identifier qui est qui, les liaisons entre les éléments. Ceci, donc, c'est une copie d'écran qui permet de voir les sollicitations que l'on peut choisir et puis les mesures qu'on peut faire sur les expérimentations possibles. Donc, c'est soit un échelon, soit un trapèze en vitesse. On peut choisir la position de départ et donc la position d'arrivée avec le bras de déplacement, l'amplitude de l'échelon. Bon, voilà, c'est tout. Si on peut le mettre en position horizontale, on peut coucher carrément le support de TP, mettre la place sur la table, sur le banc, et on peut rajouter des masses à l'extrémité du bras. Autrement, pour les mesures, donc on peut mesurer la position, la commande au niveau du moteur, la tension envoyée, le courant moteur, la vitesse de l'axe, c'est la vitesse du bras, vitesse de rotation, et puis la vitesse moteur. Bon, la commande switch, c'est simplement une recopie. Donc voilà, on dispose de ça. Si on peut changer les valeurs du PID, c'est le correcteur qui est dans la commande. Bon, je vais réaliser un modèle de connaissance, comme ça, très simple. Donc c'est un asservissement de position avec le correcteur PID qu'on retrouve ici. On voit ça dans une alimentation. Ça fait tourner un moteur. Et on voit un couple sur la partie opérative. Et puis il y a un retour en vitesse. Alors, j'ai utilisé d'autres modules de MATLAB pour faire ça. Le moteur, j'ai pris ce qu'on appelle la toolbox Sync Power System, que je vais vous montrer, comme ça consiste. Et puis, la partie opérative, je l'ai faite avec SolidWorks. Et c'est la maquette SolidWorks qui est animée, avec tous les paramètres d'inertie qui sont pris en compte. Donc, quand on récupère une maquette SolidWorks dans MATLAB, ça donne ça. Et automatiquement est créé tout cet angle-là. Tout ça, c'est créé automatiquement. Moi, j'ai rajouté simplement des petites choses, c'est-à-dire que j'ai rajouté une liaison hélicoïdale, parce que, en fait, c'est simplement l'assemblage qui est fait dans SolidWorks, c'est utile. Pas la peine d'aller dans Cosmos
Motion pour définir les liaisons, ils ne s'en servent pas MATLAB. Donc tout simplement l'assemblage de base qui est utilisé. Donc bien sûr, l'hélicoïdal, il ne pouvait pas la trouver, il avait trouvé une pivot glissante du coup que j'ai changé. Puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai rajouté ce qu'on appelle un actuateur, donc un moteur. Je vais piloter la liaison pivot entre le rotor, entre le stator et le rotor, qui est la vis. Je pilote, j'envoie un couple ici, ça tourne, et puis je mets des capteurs, donc j'ai mis ici un sensor, il y en a un ici, il y en a un là-haut. Voilà. Donc ça c'est pour la rotation finale du bras, ça c'est pour avoir la vitesse moteur que je réinjecte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté IC qui est un bloc pour définir les conditions initiales, c'est-à-dire que le bras, je peux le faire partir de 0 degré, de la position que je veux, donc c'est bien pratique parce que j'avais cette possibilité dans le support de TP. Voilà, donc là l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très simple. La complexité est gérée dans SolidWorks, les inerties, les masses, tout est pris en compte. J'ai rajouté un petit peu de frottement fluide dans une liaison ici. Pour ça aussi pas trop quand même. Et puis pour la partie motorisation, donc là je suis allé chercher un objet Sim Power System qui est un moteur à courant continu et à élément permanent. En cliquant sur la boîte, on ouvre et on renseigne les valeurs pertinentes du moteur, valeurs intéressantes, on remplit. Bon, il a fallu que je mette une alimentation, voilà, pour que le moteur fonctionne. Et puis ça, c'est ce qui sort du moteur, on le récupère. J'avais besoin du couple, je m'en sers ici. Comment ça, c'est simplement de l'affichage. J'ai fait un essai, donc j'ai choisi déjà les valeurs pour que ça marche assez bien. Donc ça, c'est sur le support de TP, j'obtiens ceci, avec une position initiale de 30 degrés, je lui demande de se déplacer de 50, donc j'arrive à 80, j'enregistre ça. Donc on va essayer. Voilà, donc je vais peut-être faire mon grille. Donc voilà, 80. Le moteur, on le retrouve, il est là, donc on peut renseigner en mettant en paramètres les valeurs. Donc là, c'est la résistance, l'inductance et puis la constante de couple. Ça, c'est déjà fait, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Il y a des boîtes de dialogue, c'est moi qui les ai faites, c'est dans le précédent. On peut personnaliser les photos, c'est pareil, c'est les rajoute. Voilà, et puis ici, donc, est-ce que je vous ai montré? Oui, voilà. Bon, il va. On mouille un peu. Il a déjà fini? Non. Donc là, ça prend un petit peu de temps, hein, ça va plus vite dans la réalité, en fait, la simulation est plus lente. Bon, peut-être moins spectaculaire que dans SolidWorks. Voilà, donc il a fini, et puis ensuite on peut récupérer la courbe, donc pas tout à fait, on va passer autre chose. Voilà, et puis ici, donc on a la courbe de déplacement, qui a été tracée en même temps. On peut changer les valeurs, vous verrez, ça agit fortement sur la réponse. Donc dans le PID, je vais mettre 250. Donc là, avec un gain plus grand, il devrait partir plus vite, dépasser, mettre à osciller un petit peu.
c'est pas temps réel, l'animation. Bon, voilà, vous l'avez vu, hein, ça. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Bien, j'imagine proposer des activités où on va déterminer les caractéristiques du correcteur. Je fais ça avec mes élèves. Et puis, sur la simulation, tester pour voir si déjà ça a le bon comportement avant de l'implanter sur le système réel. Parce que si on se plante complètement, on peut avoir des comportements instables où le bras part violemment buté. Bon, le système est normalement prévu pour exister, mais des fois c'est impressionnant. J'ai toujours un peu peur. Donc on peut tester sur la simulation et puis après le mettre en place, ou au contraire mettre volontairement des paramètres qui ne vont pas du tout pour voir ce que ça pourrait faire. Donc le bras il part dessous, il traverse la table. Dans la simulation, ça bien sûr c'est possible. Et puis prévoir la réponse du système, en tout cas en termes de simulation, envisager le comportement avec des entrées que le support de TP ne permet pas, donc notamment en sinus, une entrée sinus, mais autre chose. Donc voilà, ça c'était avec un correcteur PID qui n'est pas tout bien réglé, donc le bras a un comportement un peu bizarre, et puis réponse à une entrée sinusoïdale pour appréhender les résonances, pourquoi pas. Vous avez des questions? Je ne sais pas s'il y a le temps, mais autrement je peux vous montrer le passage SolidWorks MATLAB avec une toute petite maquette. Oui. Pour quel public vous faites ça? Pour vos élèves de prépa? Oui. Et pour nos élèves, alors à mon avis, avec une maquette préparée, et, on peut déjà renseigner le modèle, ce que j'ai fait renseigner le modèle, c'est-à-dire ouvrir les boîtes et puis à partir de l'analyse des documents techniques, compléter le modèle. L'objectif, c'est de faire donc avoir un modèle qui est utilisable clé en main et dans lequel on change des paramètres pour observer l'impact de tels paramètres, pour comprendre son rôle sur le fonctionnement du système. Donc, mais on n'est pas dans du tout l'utilisation de la conception, de changement du modèle, voilà. Il faut préparer et puis avoir une guidance qui permet de dire on va étudier ce paramètre-là, donc changer telle et telle valeur et observer les courbes, analyser ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez une partie qui est construction du modèle ou adaptation du modèle pour qu'il corresponde au comportement réel. Donc c'est ça, c'est le modèle. On le donne fait en partie, mais pour comprendre le rôle des paramètres et comprendre comment on construit un modèle pour qu'il colle au réel, il faut bien à un moment agir sur ces paramètres. Ça oui, mais il faut quand même avoir des acquis, savoir ce que c'est. Par exemple, on a vu, là, vous avez peut-être intervenu sur le paramètre P, qui est fonctionnel, et en termes pour analyser, voir qu'il y a un dépassement, tout ça, je pense que les élèves, ça c'est pas un entraînement. Est-ce que c'est satisfaisant de travailler sur un modèle si l'élève n'a pas la possibilité de redescendre jusque dans la compréhension des modèles